Bonsoir Lucille. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Alors, d'abord, sur le conflit ukrainien, est-ce qu'on peut parler d'un revirement de la Chine ? Eh bien, sans parler de changement de cap, plusieurs indices montrent une inflexion, du moins un réajustement de la position de Pékin vis-à-vis de la Russie. Premier indice, la présence d'un représentant chinois au pourparlers de Jeddah, organisé à l'initiative de l'Arabie Saoudite ce week-end, et où il était question d'un futur plan de paix entre Kiev et Moscou. À la surprise générale, Pékin a répondu à l'invitation, au même titre qu'une quarantaine d'autres pays, exception pour la Russie qui, elle, n'a pas été conviée. On a donc vu cet homme, Liu, vous allez voir, l'ancien ambassadeur de Chine en Russie, à la table des négociations, au milieu des représentants saoudiens et à 2 sièges seulement du conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan. Pourquoi le symbole est-il fort ? Eh bien parce qu'on était peu habitué à voir la Chine prendre part à ces discussions. Exemple, Pékin n'avait pas daigné se rendre à la précédente réunion de ce type, il y a un mois, au Danemark. Cette fois, sa seule présence à Jeddah est perçue comme une avancée. Écoutez le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller. I'm not going to speak to the details of the meeting because it was a private meeting, but we thought it was productive that they came. We have long said that it would be productive for China to play a role in ending the war in Ukraine if it was willing to play a role that respected Ukraine's territorial integrity and Ukraine's sovereignty. Même jusque dans les hauts rangs ukrainiens, on s'en félicite. Le chef de la diplomatie, Dmytro Kuleba, souligne, je cite, une super percée, quand un autre responsable ukrainien sous couvert d'anonymat parle, lui, de coups durs pour la Russie. En réponse, la Chine tempère. On sait qu'une conversation téléphonique a eu lieu entre le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Li, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. Pékin a réaffirmé son indépendance et son impartialité sur l'Ukraine. Pour autant, l'Institut américain pour l'étude de la guerre note que ces discussions suggèrent que la Chine diverge de plus en plus sur la Russie, sur les propositions de règlement visant à mettre fin à la guerre, et également suggère que le Kremlin commence à être mécontent des efforts continus de la Chine pour promouvoir son plan de paix dans les forums internationaux. Deuxième indice de l'existence de désaccords entre Pékin et Moscou, un incident diplomatique à la frontière russe. On a appris la veille du sommet de Jeddah que 5 ressortissants chinois ont été privés de leur visa touristique que la Russie leur avait accordé, en cause une sombre affaire à mi-chemin entre la Russie et le Kazakhstan. L'ambassade de Chine en Russie a dénoncé, je cite, 4 heures d'interrogatoire imposées à ses ressortissants. De son côté, Moscou nie, je cite encore une fois, tout fossé creusé entre la Chine et la Russie. Alors, c'est pas pour autant que la Chine s'éloigne complètement de la Russie. Oui, du point de vue diplomatique, rappelons qu'à l'ONU, Pékin, membre permanent, n'a jamais soutenu ni une résolution appelant au retrait des troupes russes, ni une résolution appelant clairement à la fin du conflit. Autrement dit, elle ne s'est jamais opposée clairement à Moscou. D'un point de vue militaire, maintenant, les 2 pays, encore très récemment, ont mené des exercices conjoints. Ces images de patrouilles russes et chinoises datant de ce week-end en témoignent. Ces opérations se sont déroulées précisément dans la mer de Bering, cette mer bordée par la Russie et par l'Alaska, qui relie le Pacifique à l'Arctique. C'est une zone stratégique pour Moscou comme pour Washington. On sait notamment que certaines de leurs patrouilles se trouvent dans cette zone. Et en l'occurrence, ce qui inquiète Washington, c'est l'ampleur de ces manœuvres. Les autorités américaines ont dénombré 11 navires russes et chinois. C'est ce qui fait dire au sénateur républicain de l'Alaska, Dan Sullivan, que ce groupe naval conjoint entre la Russie et la Chine, travaillant en très étroite collaboration, est sans précédent en termes de volume et de portée. Alors, deuxième grande question, on sait qu'il y a une crise qui couve en Afrique sahélienne, notamment après le putsch au Niger. Comment réagissent les Chinois ? Eh bien, d'abord, rappelons que l'Afrique est un maillon essentiel du commerce chinois. En l'espace de 20 ans, la valeur de ses exportations vers l'Afrique a été multipliée par 20, 5 milliards de dollars en 2000 contre plus de 110 milliards aujourd'hui. Du point de vue des investissements, la Chine n'a jamais caché ses ambitions. Elle est le premier investisseur et compte à elle seule pour 40% des financements dans les projets d'infrastructure du continent. Le magazine Forbes note que cette part ne cesse d'augmenter, et notamment dans le cadre de son programme des nouvelles routes de la soie, lancé il y a 10 ans. On voit que ces routes longent les côtes est de l'Afrique. Et effectivement, depuis l'installation de la junte militaire au Niger,
La Chine brille par son absence. En tout cas, à notre connaissance, il n'y a pas de discussion officielle. Cela peut paraître étonnant car les deux pays sont étroitement liés et parce que la Chine n'a objectivement aucun intérêt en une intervention militaire. Pour bien comprendre quels sont les liens qui les unissent, remontons à 2009. Le président nigérien alors au pouvoir, Mamadou Tandja, dissout le Parlement et le pouvoir judiciaire de son pays. L'Union européenne, les États-Unis et la CEDEAO, le bloc de pays africains de l'Ouest, imposent des sanctions. Certaines entreprises occidentales quittent massivement le pays, mais la Chine, elle, continue d'investir. Depuis, des milliards de dollars ont été injectés à la fois dans la construction des principales raffineries de pétrole du pays, mais aussi dans l'exploration des zones pétrolières. D'ailleurs, certains spécialistes affirment que si l'industrie pétrolière nigérienne est aujourd'hui viable, c'est grâce à la Chine. Notons qu'une entreprise tient à elle seule les rênes de cet empire, PetroChina, une branche de la compagnie pétrolière publique de Chine. On comprend donc que, faute de stabilité, la Chine préfère se faire discrète. Troisième et dernière grande préoccupation, l'économie, précisément. L'économie chinoise qui montre des mauvais signaux. Effectivement, c'est ce qu'observent les économistes. La Chine est entrée en récession aujourd'hui après de longues semaines d'incertitude. Le pays enregistre une période rare de baisse de prix. En parallèle, ses plus gros clients, l'Europe et les États-Unis, ont revu à la baisse leurs importations. Conséquence, le mois dernier, les exportations chinoises ont chuté de 14% par rapport à l'année dernière. C'est le plus gros recul enregistré depuis le mois de janvier 2020, pendant la période Covid. De plus, sur les 4 premiers mois de l'année, du premier fournisseur des États-Unis, la Chine passe 3e derrière le Mexique et le Canada, d'après les derniers chiffres du commerce américain. Il y a 2 ans, notons que la Chine avait connu une période similaire de courte durée. La question est maintenant de savoir si celle-ci va perdurer dans le temps. C'est ce qu'anticipent certains analystes. Merci beaucoup.